Bonjour, aujourd'hui on va plonger au cœur d'une subculture assez incroyable qui dans les années 90 a poussé les ordinateurs dans leur dernier retranchement. On va parler de créativité, de compétition et surtout d'ingéniosité à l'état pur. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord se poser une question, une sorte d'énigme qui est vraiment au cœur de tout ce mouvement. Et la question, la voici. Comment est-ce possible? Comment des artistes et des programmeurs ont-ils pu sortir des graphismes, des animations 3D, des musiques qui semblaient venir tout droit du futur, et tout ça sur un matériel qui, sur le papier, n'était absolument pas conçu pour ça? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans la machine elle-même, mais dans le talent d'une communauté vraiment unique. Alors justement, pour percer ce mystère, il faut se pencher sur la machine, bien sûr, mais aussi et surtout sur la communauté qui s'est construite tout autour. Allons-y. Ok, une démo, c'est quoi exactement? C'est un point crucial. L'idée, ce n'était pas de vendre l'ordinateur, pas du tout. Une démo, c'était avant tout une œuvre d'art numérique, une carte de visite pour ses créateurs. C'était une façon de dire « Regardez ce que nous, on est capable de faire avec cette machine ». Le talent, et uniquement le talent, primait sur tout le reste. Et ces démos, ce n'était pas l'œuvre d'une seule personne. Non, elles étaient créées par des équipes, des groupes, où chacun avait son rôle. On avait le programmeur qui faisait des miracles avec le code, le graphiste qui créait des visuels à tomber, et le musicien qui composait des bandes-sons incroyables en poussant la puce audio bien au-delà de ses limites. Et la toile de choix pour cette révolution artistique, c'était l'Amiga. Sa conception était tellement en avance pour l'époque qu'il est devenu la plateforme de prédilection pour des milliers de créateurs partout en Europe. Pour situer un peu les choses, l'Amiga a vraiment connu son heure de gloire à la fin des années 80 et au tout début des années 90. C'est précisément à ce moment-là que la scène démo a littéralement explosé, juste avant que le PC, avec son côté beaucoup plus modulable, ne vienne changer les règles du jeu. Maintenant, ce qui est vraiment passionnant, c'est de comprendre ce qui a poussé tous ces gens à se dépasser. Ce n'était pas juste de l'art pour l'art, c'était une compétition, et une compétition féroce. Cette rivalité, c'était le vrai moteur de la scène. Chaque nouveau groupe voulait faire mieux, plus grand, plus impressionnant que le précédent. C'est cette compétition de tous les instants qui a fait avancer l'innovation à une vitesse absolument folle. Et c'est là que la nature même de l'Amiga devient fondamentale. Contrairement au PC où l'on pouvait simplement acheter une carte graphique plus puissante, sur Amiga, tout le monde partait de la même ligne de départ. Le matériel était le même pour tous. La seule façon de gagner, c'était d'être plus malin, plus créatif, de mieux connaître la machine que ses concurrents. Le but ultime, ce n'était pas de suivre le manuel d'instruction, c'était de le déchirer. Il fallait trouver des astuces non documentées, exploiter les puces d'une manière que même leurs propres concepteurs n'avaient pas imaginée. Et c'est comme ça qu'on a vu naître des effets visuels, des objets 3D en temps réel, des tunnels texturés, des choses qu'on pensait alors réserver à des machines 10 fois plus chères. Et certaines de ces œuvres sont devenues des légendes. Des démos comme Hardwired ou les créations de groupes comme RSI et K-Friends, ce sont des monuments. Elles n'ont pas seulement repoussé les limites, elles ont fixé de tout nouveaux standards, inspirant et défiant toute une génération de créateurs à faire encore mieux. Alors, ok, c'était une période fascinante, mais quel a été l'impact à long terme de toute cette rivalité artistique? Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui? Eh bien, c'est le point essentiel. Cette scène, même si elle était underground, c'était en réalité un immense laboratoire de recherche et développement pour l'informatique de l'époque. C'est là qu'ont été inventées les règles du jeu de l'optimisation graphique et sonore. Un héritage qui a directement profité à une industrie en pleine explosion, le jeu vidéo. Le processus d'innovation était d'une efficacité redoutable. Le cycle était simple. Une nouvelle technique était découverte et montrée dans une démo. Presque aussitôt, elle était repérée par les développeurs de jeux. Et hop, quelques mois plus tard, on retrouvait cette même innovation dans un jeu vendu en magasin. La raison de cette rapidité est toute simple. Les personnes qui créaient les démos pour le plaisir le week-end étaient bien souvent les mêmes qui développaient des jeux vidéo de manière professionnelle la semaine. La frontière entre la passion et le métier était extrêmement floue. C'était devenu une pratique standard, presque une évidence. L'influence n'était pas occasionnelle, elle était systématique. Les jeux vidéo sur Amiga ont directement profité de cette compétition créative acharnée, adoptant les innovations de la scène quasiment en temps réel. Aujourd'hui, la scène démo existe toujours, principalement sur PC. Mais cet âge d'or sur l'Amiga reste un moment vraiment unique dans l'histoire de l'informatique. Une époque où la maîtrise parfaite d'un matériel limité a donné naissance à une forme d'art de l'impossible. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante. L'histoire de la scène démo Amiga suggère que des contraintes fortes, loin de brider la créativité, peuvent au contraire la pousser à atteindre des sommets d'ingéniosité. Une réflexion qui finalement va bien au-delà des vieux ordinateurs.